Vous êtes dans Grand Échange. Merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Le 15 août dernier, la présidence kenyane avait annoncé la nomination d'un consul général pour le Kenya à Goma, alors que la ville est sous occupation des rebelles de la FCM 23. Cette désignation, ou mieux, cette annonce avait indigné Kinshasa. Comment comprendre cette démarche du Kenya et quelles en sont les implications diplomatiques? Nous allons en parler dans la première partie de ce grand échange. Et dans la seconde, nous ferons une brève analyse sur l'impasse qui plane pratiquement sur le processus de recherche de la paix dans la partie est de la RDC, en s'interrogeant justement sur ce que sont devenus les facilitateurs qui avaient été désignés par l'Union africaine et aussi leur rôle qu'ils devront jouer pour que, disons, leur rôle à jouer dans ce processus de recherche de la paix, surtout qu'il y a également un médiateur. Au-delà de ces facilitateurs, il y a également un médiateur. Et donc, nous allons en parler avec le professeur Georges Mulumbeni. Il est analyste des questions internationales, docteur en relations internationales à l'université de Lubumbashi. Professeur, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Nous allons parler avec lui de toutes ces questions. Pour commencer, professeur, tout d'abord, vous en tant que analyste des questions internationales, comment avez-vous réagi face à cette annonce de la présidence kenyane qui désignait justement un consul général pour le Kenya à Goma, alors que cette ville est sous occupation M23 AFC? Oui, merci pour la question. Je dis comme pour tout le monde, j'étais surpris d'apprendre que Nairobi venait de désigner un consul général qui devrait avoir comme lieu du travail la ville de Goma. Donc c'était une surprise pour nous. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les relations internationales, il y a des cas comme ça où certains États désignent, jusqu'au niveau même des ambassadeurs, disons, dans le territoire non émancipé. Je vais vous donner l'exemple ici, en 1960, alors que les Katanga venaient de se détacher de la République du Congo, eh bien, la Belgique avait désigné, disons, un gouverneur pour les Hauts-Katanga. C'est pour dire qu'il y a des États comme ça qui, je ne sais pas si je dois me permettre le terme, qui ont beaucoup d'excès, eh bien, avec les excès des ailes qui parviennent à faire des choses comme ça, puisqu'on ne sait pas désigner, disons, un représentant d'un État dans un espace non émancipé. Mais le problème ou la grande question, c'est que est-ce que c'est beaucoup plus la position géographique de cette zone qui compte beaucoup plus par rapport à la situation sécuritaire? Non, non, la géographie n'a rien à voir avec la désignation de par rapport à la région. Non, non, la géographie n'a rien à voir avec la représentation des États. Eh bien, ici, c'est la politique donc, de Nairobi qui voulait en quelque sorte mettre mal à l'aise Kinshasa, puisque, comme vous l'avez dit vous-même dans la question, Goma, c'est sous occupation. Goma, ça va faire presque 8 mois là. Oui, c'est un espace qui n'est pas contrôlé, c'est vrai, par Kinshasa, mais cela ne veut pas dire que Goma fait partie, disons, d'un autre État, à part la République du Congo. Donc pour désigner soit le consul ou éventuellement des ambassadeurs, il faudra, comme vous le savez, suivre une procédure selon les dispositions des différentes conventions internationales. Nous allons parler de ces procédures-là, mais ici, disons aussi que la réaction de Kinshasa n'a pas tardé, puisque au lendemain de cette annonce, de cette désignation, Kinshasa avait fait savoir que toute annonce de nomination consulaire à Goma était inappropriée et ne pouvait être considérée sans l'aval des autorités congolaises. Oui, Kinshasa a raison. Kinshasa a raison, puisque Goma, ça fait partie de la RDC.
Et lorsqu'on voudrait désigner un représentant d'une quelconque puissance à travers le monde, là-bas, il faut l'aval de Kinshasa. Donc Kinshasa a tout à fait raison de pouvoir protester et éventuellement de demander des explications à l'ambassadeur du Kenya à Kinshasa, plutôt indirectement au gouvernement de Nairobi. Donc, pour que celui-ci puisse quand même nous dire quelles sont les circonstances, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations, les motifs de désigner un consul sur un espace, comme je l'ai dit ici, sous contrôle par un groupement qui n'est pas reconnu par Kinshasa. Parlons de cette procédure diplomatique établie justement pour la nomination d'un corps consulaire dans un pays hôte. C'est quoi cette procédure? Oui, ici nous nous référons à la convention de Vienne sur les relations consulaires. Et par ricochet aussi, on peut faire référence à deux autres conventions, notamment la convention de 1961 sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Eh bien, ces différents textes-là sont clairs. Sont clairs pour qu'il puisse y avoir un échange lorsqu'on a en face des puissances. Et quand je dis puissance ici, je fais allusion aux États indépendants et souverains. Donc, le Congo étant un pays indépendant souverain, membre des Nations Unies, c'est-à-dire protégé par le principe du droit international public. Le Kenya également membre des Nations Unies, qui devrait aussi observer les principes des Nations Unies. La procédure, c'est pour le poste consulaire, il faut donc demander à Kinshasa d'abord l'aval. Donc on nous présente le profil du futur consul ou du futur diplomate. Et bien Kinshasa observe, et lorsque Kinshasa est d'accord, c'est alors que disons que Nairobi pouvait désigner son consul à Goma, puisque une fois qu'il désignait, il doit normalement obtenir l'autorisation de Kinshasa pour pouvoir exercer. Or, toute cette étape-là ne pouvait pas être obtenue avec la situation que nous connaissons aujourd'hui sur Goma, qui est contrôlée par un mouvement, M23 et les autres, mais qui n'est pas contrôlé par Kinshasa. Donc Nairobi devrait d'abord saisir Kinshasa en présentant les candidats, et Kinshasa devrait analyser et éventuellement donner son accord pour que ce monsieur puisse, disons, être nommé. Et pour entrer en fonction, il fallait notamment que l'intéressé qui a été désigné puisse aller présenter l'exéquature auprès du chef de l'État congolais à Kinshasa. J'allais parler de cette exéquature-là. Ouais. Dans cette affaire, on parle beaucoup plus de Ouais, cette exéquature. c'est-à-dire, en fait, c'est pour les diplomates, pour les ambassadeurs, ils ont ce qu'on appelle la lettre de créance. lettre de créance. Mais pour le consul, c'est l'exéquature. Okay. C'est-à-dire c'est les documents signés par son gouvernement vers l'État accréditeur. Donc l'État accréditant signe l'exéquature et l'État accréditeur reçoit pour dire nous avons reconnu pratiquement la personne que vous avez désignée pour vous représenter. Alors toute cette procédure-là, je ne vois pas comment est-ce qu'elle allait aboutir avec les comportements de va-t-en-guerre de Nairobi. Alors, d'aucuns pensent que cette désignation vient légitimer pratiquement la rébellion dans cette partie de la République. Oui, je crois que celui qui pense de cette façon-là n'a pas tort. N'a pas tort, puisque c'est connu de tout le monde qu'une partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu sont contrôlés par les M23 et les autres. Ce qui veut dire que Kinshasa n'a pas la même mise sur cet espace-là. Or, désigner quelqu'un là-bas, c'est une façon de reconnaître pratiquement de manière qui n'est pas tacite, disons, cette rébellion-là et ces gouvernements entre guillemets. Alors, par rapport à la réaction de Kinshasa, qui perçoit cela comme une provocation et une atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, c'est bien cela? Oui, c'est cela. C'est cela, puisque je l'ai dit ici, que les Kenyans, tout comme la RDC, sont membres des Nations Unies. Oui. Or, les Nations Unies, effectivement,
ont été créés pour faire valoir les principes régissant les relations entre les États. Parmi ces principes, il y a d'abord le respect de l'indépendance. Parmi ces principes, il y a le respect de la souveraineté. Parmi ces principes, il y a le respect de l'intégrité territoriale. Parmi ces principes, il y a non-immixtion, non-ingérence. Or, le fait de désigner, disons, quelqu'un à Goma par Nairobi, ça met mal à l'aise donc, les Nations Unies, la communauté internationale, puisque tous ces principes que je viens de citer ici sont violés. On ne peut pas nommer quelqu'un sur un territoire sans son accord, c'est-à-dire là vous violez son indépendance, vous violez son intégrité territoriale et vous mixez dans les affaires qui ne vous concernent pas, puisque pour le moment, il appartient, disons, à la République de pouvoir, à Kinshasa, de préserver l'intégrité territoriale. Or, en nommant, c'est une façon de reconnaître pratiquement cette rébellion. Or, comme vous le savez, un État est État lorsque on considère son pouvoir, on considère son, disons, sa population, on considère son espace géographique, mais aussi un élément du droit, c'est la reconnaissance internationale. Or, le fait de nommer ou de désigner un consul à Goma, cela équivaut à une certaine reconnaissance de cette rébellion par le gouvernement de Nairobi. Il y a ceux qui parlent même d'un affront au droit international ainsi qu'à la convention de Vienne, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Oui, c'est un affront. C'est un affront. Vous savez, dans les relations internationales, lorsque je me situe maintenant dans la donne géopolitique, je pense que ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez le Donbass en Ukraine, eh bien, il y a des États qui reconnaissent Donbass et les autres espaces comme faisant partie de la Russie, alors que l'Ukraine est en train de se battre pour récupérer ces espaces-là. Donc, du point de vue géopolitique, ça ne m'étonne pas, ça arrive, puisque ce qui importe pour les États, ce n'est pas le droit comme tel, mais ce qui importe pour les États, c'est, disons, leurs intérêts. Mais ceux qui vont jusqu'à demander même la suspension des relations diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi, est-ce que c'est bien voir les choses? Oui, c'est bien, mais il faut analyser la chose dans le fond et peut-être aussi pousser donc, la diplomatie un peu plus loin. Rompre les relations diplomatiques, ça s'est dit, c'est facile, on peut le proposer, mais la rupture des relations diplomatiques a des conséquences, et beaucoup de conséquences, parfois des conséquences néfastes. Donc, moi je pense que la rupture des relations diplomatiques devrait être l'ultime solution à ces problèmes. Il faut d'abord y aller par une démarche purement diplomatique, parler avec Nairobi, comprendre les motivations de Nairobi et éventuellement faire voir à Nairobi que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps et ce n'est pas inapproprié à ce que le Nairobi puisse désigner un consul à Goma. C'est vrai qu'il y a toujours un consulat kenyan à Goma, ça existe toujours, mais cela ne veut pas dire que par ce temps qui court, Nairobi peut désigner quelqu'un là-bas, non. C'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a un poste consulaire à Goma. Le consulat existe. Le consulat depuis 2022, je crois. 2022-2023, ça existe là-bas. Mais cela ne veut pas dire, ne donne pas l'occasion, ne donne pas le pouvoir à Nairobi de désigner un consul par ce temps qui court. Voilà, c'est un peu, je peux dire, contradictoire. Pourquoi? Parce que le consulat, le poste consulaire existe. Il appartient au Kenya de pouvoir désigner son représentant dans cette partie de la République, bien que les sous occupation. Mais non, désigner, oui, mais celui qu'on désigne là, il doit prendre, disons, en fonction. Mais comment? Les Kenyans savaient que pour le moment, c'était difficile et qu'on puisse désigner un consul et que ces derniers puissent travailler. Comme je vous ai dit, pour travailler, il faut, disons, une autorisation, en quelque sorte, de Kinshasa, une permission de Kinshasa pour dire aller travailler, une bénédiction de Kinshasa. Or, cela ne peut pas se faire maintenant. Il n'était pas opportun que Nairobi puisse désigner quelqu'un. C'est vrai, le consulat est là, mais on ne désigne pas l'aveuglette, disons, les animateurs de consulat ou des ambassades. On les désigne, on tient compte de tous les aspects. Et comme la situation de Goma est un peu particulière, eh bien, il fallait que Nairobi puisse attendre un tout petit peu. Ce n'est pas le moment. Nous nous disons que ce n'est pas le moment. Mais désigner pour le consulat qui est établi là-bas, ça c'est un fait, on peut le faire, mais ce n'était pas le moment.
Parlons un peu de ces relations diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi ces dernières années. Comment sont-elles? Bon, les relations diplomatiques entre Nairobi et Kinshasa, officiellement, on va vous dire que ce sont de bonnes relations, c'est au bon fixe, ça se passe très bien. Ce sont deux pays frères, oui, deux pays voisins, partageant les mêmes valeurs culturelles, les mêmes valeurs historiques, et ainsi de suite. Mais en réalité, lorsque vous essayez de creuser un tout petit peu, on a comme l'impression que les Kenyans ne portent pas la RDC dans son cœur. Pourquoi j'ai dit que les Kenyans ne portent pas, oui, la RDC dans son cœur? Eh bien, les Kenyans étaient, comme vous le savez, considérés comme facilitateurs. Oui. Mais ça a basculé, c'est allé au Rwanda, on ne comprenait pas très bien. Et aujourd'hui, ce n'est ni Nairobi, encore moins Rwanda, qui joue ce rôle de facilitateur. On est allé désigner quelqu'un un peu plus loin, au Togo, oui, le président Faure Gnassingbé. Oui, Faure Gnassingbé. Bon, c'est déjà un problème du point de vue de relation entre les deux États. C'est comme, permettez-moi de le dire, comme si on méprisait pratiquement la diplomatie kenyane qui était en train de monter comme telle, qui était en train de monter. Mais ce qui est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Nairobi dans les relations avec la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, l'actuel président Ruto, il était encore vice-président. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait laissez les Congolais danser, laissez les Congolais jouer de la musique. Nous, c'est une garantie puisqu'il s'agit d'un marché. Donc je pense que c'est dans cette logique-là, dans cette optique-là, que les Kenyans considéraient que le Nord Kivu, avec ses 2 millions d'habitants, c'est déjà un marché pour Nairobi. Et il faut capitaliser en y installant un poste consulaire. Je crois que c'est de cette façon-là que moi j'analyse les choses. Ouais. Hein, c'est pour dire que les relations entre le Nairobi et Kinshasa devraient, à mon sens, être réajustées. Et être réajustées par qui? Par Kinshasa d'abord. Kinshasa doit prendre ses responsabilités pour approcher Nairobi et redéfinir, à mon sens, cette relation entre Kinshasa et Nairobi. Et aussi, c'est depuis 2023 qu'il existe un climat de tension entre Nairobi et Kinshasa. Rappelez-vous, Kinshasa avait demandé l'arrestation de Corneille Nangaa et de Bertrand Bisimwa. Nairobi avait réagi négativement en disant qu'il appartenait aux individus de faire leur déclaration, ce qui n'avait pas enchanté Kinshasa, cette position du Kenya. Parmi les éléments qui enflamment ces relations, c'est entre autres non seulement les déclarations, mais la présence un peu permanente de ces différentes personnalités à Nairobi. Et plusieurs rencontres se sont déroulées à Nairobi, et Kinshasa ne pouvait pas bien digérer cette situation-là. Eh bien, c'est parmi les éléments qui entament pratiquement les relations diplomatiques qui étaient au bon fixe, permettez-moi le terme, entre Kinshasa et Nairobi. Mais aujourd'hui, les choses se gâtent. Les preuves sont là que les Kenyans ont poussé vraiment à l'extrême leur comportement en désignant quelqu'un par ce temps qui court à Goma. Ce qui vient entacher davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. Entre les deux pays. Alors, comment arriver à consolider les liens de coopération entre la RDC et le Kenya, notamment dans les domaines de sécurité, dans les domaines de la mobilité régionale et même dans les domaines du commerce? Comment arriver à consolider on a pensé qu'il fallait y aller par une démarche d'intégration, une démarche intégrationniste, en faisant partie, par exemple, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, puisque le Kenya, c'est parmi les poumons de cette organisation-là. Mais nous nous sommes vite rendus compte que nous avons fait une fausse route en allant s'adhérer là-bas, puisque Nairobi, avec d'autres capitales, ne porte pas Kinshasa dans leur cœur. Donc on a trouvé que la démarche intégrationniste ne marchait pas. Mais ce n'est pas encore tard. Le Kenya est là comme pays avec ses potentialités. Nous sommes là avec nos potentialités. On peut toujours
renégocier, redéfinir nos relations. Mais comme vous le savez, dans les relations internationales, on n'est pas amis, on n'est pas ennemis éternellement, mais les relations sont dynamiques. C'est-à-dire si aujourd'hui ça ne marche pas, ça peut marcher demain. Donc il appartient à Kinshasa de redéfinir sa politique vis-à-vis du Kenya. Mais tout compte fait, le Kenya a rassuré que la procédure nécessitera l'autorisation de Kinshasa. Il a reconnu dans la suite, avant que le consul lui-même ne puisse assumer pleinement ses fonctions. Oui, c'est ça, mais ici le problème n'est pas de voir les consuls assumer ses fonctions, puisque la tendance, donc le souhait de nous tous, c'est de voir les pays pacifiés. Et une fois les pays pacifiés, s'il était demain par exemple, ce consul viendra et Kinshasa va donner son aval pour l'autoriser à pouvoir, disons, exercer. Mais le fait de l'avoir nommé, comme je l'ai dit, je répète sur ça, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Il ne fallait pas le faire maintenant, il fallait attendre un peu plus tard. Donc c'est ça. Malgré que les Kenyans justifient, puisque j'ai lu la note du gouvernement kenyan pour dire que le président lui désigne, il appartient au Parlement de pouvoir entériner. Moi je pense que la démarche elle est inverse. Elle est inverse. On a mis la charrue avant. C'est-à-dire c'est passé partout là et le président là, il a signé en âme et conscience, puisqu'il a quand même ses conseillers. Il y a disons des personnalités qui l'entourent, qui devraient normalement les dissuader ou les persuader de ne pas faire ça, mais il a désigné, il a nommé et on a publié et ça fait que Kinshasa ne soit pas d'accord. Et nous tous, en tant qu'analystes, nous pensons que non, là c'est une violation flagrante du droit international public. Mais dans la mesure où Kinshasa refuse, par exemple, la demande du Kenya d'affecter un consul à Goma, dans le contexte actuel, qu'adviendra-t-il? Non, ce n'est pas que il y aura un problème entre Kinshasa et Nairobi, non. Les demandes d'accréditation à travers le monde, il y en a qui ont été refusées. Oui. Il appartient à l'État, comme je l'ai dit, l'État accrédité, d'accepter. D'accepter la personne, puisque il y en a des personnages qui ont une histoire avec un pays ou avec un autre pays et on pense que non, ce qu'il avait fait dans tel pays, il peut le rééditer ici chez nous. Nous pouvons refuser, puisque ça relève du pouvoir discrétionnel donc du chef de l'État, du gouvernement congolais, de pouvoir accepter ou non quelqu'un qui a été accrédité chez nous ou quelqu'un qui a été désigné. Donc Kinshasa peut refuser, c'est normal, c'est prévu même par le texte. C'est prévu par le texte. Et au cas où Kinshasa a refusé, cela ne va-t-il pas, comment dire, renforcer la tension diplomatique entre les deux pays? Non, pas nécessairement, parce qu'il y a eu des États qui sont dans de très bonnes relations, des relations d'amitié, des relations de coopération économique, financière, ainsi de suite, diplomatique, à qui on a refusé donc l'accréditation de leurs envoyés. Et c'est passé comme ça. Il appartient à Kinshasa de justifier pour dire non, cette personne-là, en tout cas, ne peut pas venir chez nous à cause de ceci ou à cause de cela. On ne refuse pas la personne aujourd'hui à Goma du fait de la personne elle-même. Non. On n'a même pas eu l'occasion d'analyser. Oui. C'est le fait de désigner qui indigne Kinshasa. Ce n'est pas la personne qui a été désignée là-bas que nous refusons à Kinshasa. Oui. Non, c'est l'acte posé par Nairobi qui est considéré comme étant un affront vis-à-vis de Kinshasa. Mais la personne du consul désigné, ça n'a intéressé personne. Oui. Vous et moi, on ne le connaît même pas. Je pense que même Kinshasa peut-être ne connaît même pas cette personne-là. Mais c'est le fait de désigner quelqu'un à Goma au moment où Kinshasa est en train de faire des efforts du point de vue diplomatique, du point de vue militaire, pour pouvoir réunifier le pays, que Nairobi désigne quelqu'un là-bas. C'est ça. Nous étions dans l'hypothèse où Kinshasa refuserait, mais au cas où Kinshasa acceptait, comment ça va se passer concrètement? Je pense que la position prise par Kinshasa du fait d'apprendre que Nairobi a désigné quelqu'un, eh bien, c'est déjà un point de vue qui ne va pas changer du jour au lendemain. Avant que Goma ne soit pacifié, au moins. Donc Kinshasa a déjà décidé. Je ne vois pas Kinshasa se redire aujourd'hui pour dire non, non, bon, comprenez, les consuls peuvent aller travailler, tout ça. Goma fait partie de la RDC. Non. Matériellement parlant,
Goma n'est pas géré par Kinshasa. C'est connu de tout le monde. Ça, c'est connu, c'est pas un secret. C'est connu de tout le monde, ce n'est pas un secret. Oui. Et or, lorsque une puissance étrangère va jusqu'à désigner un représentant dans un espace comme celui-là, ça devient déjà un problème. Et là, moi je veux dire que Kinshasa est en train de cautionner la violation donc de sa souveraineté, la remise en cause de son indépendance, et que Kinshasa accepte que d'autres puissent s'immiscer, puissent s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays. Donc je ne vois pas Kinshasa aujourd'hui se redire pour dire bon, oui, nous comprenons, messieurs, vous pouvez venir travailler, quelles que soient les conditions de Goma. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera une grande première et ça va décevoir autant de Congolais, je vous l'ai dit. Et donc, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui devrait être fait? Dans le contexte actuel, il appartient à Kinshasa et à Nairobi de négocier, de faire comprendre à Nairobi que ce n'est pas le moment de désigner. Si le président kenyan peut revenir sur sa décision, ce sera une très bonne chose pour Kinshasa. Puisque Nairobi n'aura rien à faire et Kinshasa n'aura rien également à perdre lorsque le président kenyan revient sur sa décision. C'est tout à fait normal dans les relations. Ça arrive, on peut se tromper, on peut poser un acte, mais lorsque on découvre plus tard que cet acte-là n'est pas de nature à favoriser les relations entre les États, il y a lieu, au nom des intérêts de deux pays, au nom de la paix, au nom de la sauvegarde des principes régissant la relation internationale. Je crois que Nairobi peut revenir sur sa décision. Disons que Nairobi pilote une partie du processus de paix dans l'est de la RDC. Alors, en annonçant la nomination d'un consul général à Goma, certains pensent que le président Ruto ne joue pas franc jeu. À tort ou à raison? Oui, cette opinion-là a raison. Vous savez, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on ne doit pas afficher n'importe quand et n'importe comment. Donc, il faut tenir compte du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de guerre en RDC. Bien que l'état de guerre est établi, tout ça, eh bien, nous sommes toujours dans l'état de guerre. Les temps, j'ai dit les temps de guerre, la période de guerre, puisque il y a la diplomatie d'une part, mais de temps en temps, nous apprenons qu'il y a des échauffourées à gauche, à droite. Ça dit, nous sommes toujours dans l'état de guerre. Bon, eh bien, dans cet état de guerre-là, il n'appartient à personne, alors à personne de pouvoir remettre la souveraineté et l'indépendance du pays en question. Donc le président Ruto, il n'a qu'à jouer franc jeu, puisqu'on vous l'a dit, il pilote une partie du processus de paix. Eh bien, c'était tout à fait évident, tout à fait normal que son comportement soit aussi, permettez-moi de le dire, responsable. Puisque ce que Nairobi est en train de faire, je ne fais pas partie pour la RDC, je suis enseignant en relations internationales, j'enseigne le droit international public, je pense que Nairobi est allé un peu plus loin dans son comportement. Cela nous permet d'aborder la seconde partie de ce grand échange, professeur. Où est-ce que nous en sommes finalement avec le processus de la recherche de la paix dans la partie est de la RDC? Car ça fait presque 8 mois que Goma est sous occupation alors qu'il y a des accords signés tant à Doha qu'à Washington. Oui, j'ai difficile à pouvoir donner mon point de vue par rapport à cette léthargie, à ces retards que connaissent les différents accords déjà signés entre la RDC et les autres belligérants, du fait que jusque-là nous n'avons pas encore la quintessence de ces accords-là. Peut-être c'est le contenu qui pose problème, mais comme je l'ai dit, vous et moi, on n'est pas en possession de ces accords, on a difficile à pouvoir se prononcer par rapport au contenu. Mais du point de vue forme, je pense que il y a trop d'acteurs dans ce processus de paix en RDC. Et chaque acteur a son agenda, chaque acteur a son programme. Puisque vous apprenez de temps en temps que c'est Washington qui appelle, il y a l'accord de paix là-bas, c'est Doha qui réunit les belligérants, il y a un accord, l'Union africaine ne veut pas se laisser faire, à désigner un facilitateur ou un médiateur.
il y a trop d'acteurs dans cette histoire ici. Et le fait d'avoir trop d'acteurs, ils ont pris les efforts les uns des autres. Puisque ce qui se passe à Doha, je ne pense pas que ce soit dans la même logique que ce qui se passe à Washington. Et ce qui se passerait, je ne sais pas, à Addis Abeba, quand je prends Addis Abeba ici, je vois l'Union africaine avec la médiation du Togo, c'est aussi une autre logique. Et sur le terrain, il y a aussi deux belligérants qui ont chacun un agenda à lui. Eh bien, c'est une confusion, c'est une géopolitique de confusion qui règne dans la partie est du pays, qui rend la résolution de ces conflits un peu difficile. Donc moi je dis, il y a deux choses. Il y a d'abord le contenu même de ces accords. Pourquoi ces accords ne sont pas appliqués? Pourtant on a crié fort que nous avons obtenu des accords à Washington, nous avons obtenu des accords à Doha. Pourquoi ce n'est pas appliqué? J'ai dit peut-être c'est par rapport au contenu que vous et moi ignorons. Ça c'est de un. Ou de deux, c'est les participants, les acteurs oui, qui participent à ces processus de paix-là, qui sont non seulement différents, mais chacun apparemment a son agenda, a son programme, et cela n'est pas de nature à faire que nous puissions parler le même langage. Peut-on parler de l'impasse dans ce processus? Oui, je n'ai pas peur de le dire, nous évoluons dans un impasse, puisque rien n'est obtenu de manière concrète. Lorsqu'on parle de Washington, on nous donne un délai, on dit c'est à telle autre date que ce sera signé et que le gouvernement pourra porter à la connaissance des Congolais le contenu de ces accords, et ainsi de suite. Bon, nous qui observons de loin, estimons que nous sommes vraiment dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse et qu'il faudra peut-être réajuster donc les choses pour que nous puissions évoluer et obtenir cette paix-là, tant entendu. Donc on ne va pas, comment dirais-je, condamner les acteurs actuels, par exemple le gouvernement actuel, puisque c'est une situation qui a été trouvée, mais nous en appelons à ce gouvernement de faire un effort, puisque après tout, il y a la continuation de l'affaire des États, c'est le gouvernement qui est responsable, qu'il puisse pousser loin pour que cette paix-là soit obtenue au bénéfice, non seulement de la population de l'Est, puisque mon cher ami, ma gloire, ce qui se passe à l'Est, eh bien, ça perturbe pratiquement tous les Congolais. On ne sait rien faire, on ne sait rien envisager, puisque chaque jour qui passe, il y a des morts. Chaque jour qui passe, il y a des déplacés. Chaque jour qui passe, il y a des situations compliquées. Donc, le souhait est que nous puissions sortir de cette phase, que nous puissions évoluer. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni récemment a, comme toujours, appelé à une cessation effective des hostilités en République démocratique du Congo, en indiquant que l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain n'a pas été à la hauteur des progrès réalisés sur le plan diplomatique. La question que je vous pose ici, que peut-il faire d'autre pour que ces hostilités puissent cesser définitivement comme il est? Bon, je crois vous l'avoir déjà dit dans une de nos émissions ici, que la procédure déjà au départ a été biaisée. Okay. La démarche a été biaisée. Pourquoi je dis cela? Eh bien, on dirait que dans ces accords, on cherche à ménager certaines puissances. Okay. Ici, je fais allusion d'abord au Rwanda. Le Rwanda est omniprésent dans la partie Est. Ouais. Le Rwanda patronne donc le mouvement rebelle, AFC M23. Le Rwanda est cité dans tous les rapports, que ce soit les rapports des Nations Unies ou les rapports locaux ici. Mais pourquoi on aménage le Rwanda? Même dans les accords de Washington, dont nous n'avons pas le contenu, il semblerait que le Rwanda, on lui a réservé une place vraiment du choix. Au départ, moi je disais au départ, il fallait que ces conseils de sécurité-là, qui nous apportent une solution définitive et durable, en commençant d'abord par adopter une résolution reconnaissant le Rwanda comme agresseur
Je crois que lorsque on reconnaît le Rwanda comme agresseur et que toute la communauté internationale cherche à appliquer ce qu'on appelle, disons, la sécurité collective, le maintien de la paix et la sécurité internationale, par la force, je crois que la solution sera trouvée. Aussi longtemps que nous allons y évoluer avec la diplomatie, je vous dis, ça peut perdurer même 50 ans. Les choses ne vont pas changer. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour moi, il faut une résolution dans laquelle on désigne le Rwanda comme responsable de ce qui se passe et que la communauté internationale puisse s'organiser de manière à faire comprendre au Rwanda que, en tout cas, ça a trop duré cette occupation de l'Est par Kigali. Et ceux qui affichent un certain scepticisme sur l'avenir des discussions pilotées par le Qatar, ont-ils raison ou tort? Ils ont raison. Ils ont raison de ne pas trop faire confiance au Qatar. Moi, je dirais, je peux aussi donner raison à ceux qui ne croient pas dans ce qui va arriver de Washington. Puisque quelque part, on ne voit pas les Congo présentés en victime. On pense que le Congo a trop de moyens, le Congo est trop riche, le Congo est trop grand et que par conséquent, il est obligé de partager non seulement sa richesse, mais aussi son espace. Mais aussi longtemps qu'on va penser comme ça. Je vous l'ai dit et je le répète, que la solution ne va pas être trouvée. Donc ici, il faut aller à la case de départ. La case de départ, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base de la situation aujourd'hui à l'Est? Il y a une puissance qui a son agenda. Et cette puissance n'est autre que le Rwanda. Et rappelez-vous, je vous avais dit que le rôle de puissance de substitution comme puissance régionale en Afrique centrale lui a été confié par les grandes puissances connues de tout le monde. Puisque le Congo jouait ce rôle-là. Mais à un certain moment, vers 95-96, avec la fin de la guerre froide, on a estimé que le Congo ne pouvait pas continuer. Et bien aujourd'hui, il y a moyen que les grandes puissances puissent revenir sur leur façon de voir les choses et de dire ouvertement au Rwanda que ces temps-là de mettre mal à l'aise, c'est temps révolu. Donc pour moi, il faut une résolution des Nations Unies condamnant le Rwanda et qui détermine de manière décisive les étapes pour atteindre cette paix-là. Mais aussi longtemps qu'on va tourner en rond, eh bien, la solution ne sera pas trouvée. Alors, cela nous permet d'aborder cette dernière question pratiquement relative à la présence des autres acteurs. Vous l'avez dit ici, nous avons d'une part les 5 facilitateurs, les 5 anciens chefs d'État, et de l'autre part, nous avons un médiateur, le président togolais. Finalement, on se pose la question, ce sera quoi le rôle qu'ils devront jouer pour que, disons, dans ce processus de recherche de la paix? Bon, le facilitateur, il a son rôle. Les médiateurs ont également le leur. Les problèmes, on a tendance à comment dire, à ne pas bien cerner, surtout au niveau conceptuel. On s'est dit les médiateurs, les facilitateurs, finalement, ils vont jouer quel rôle? Comme je vous ai dit ici, le nombre de participants à la recherche de la paix étant celui-là, eh ben, on peut ne pas espérer avoir donc une réponse rapide, durable sur la question de l'Est du pays. Mais cela n'empêche. Ça dépend de la volonté de tout un chacun de pouvoir jouer ce rôle. Il y a un certain Chiluba qui a joué le rôle de médiateur. Mais il est arrivé à obtenir à l'époque des accords, disons, de Lusaka qui ont conduit, disons, à l'entente politique inédite de Sun City, avec un gouvernement, disons, qui n'a jamais existé à travers le monde, un chef de l'État, avec ses 4 vice-présidents. Mais c'était une solution qui a permis quand même à la RDC à l'époque d'être réunifiée. Hein? Tout à fait. Bon, il a tenté, il a osé. Donc il appartient à Nyatsingwe de raisonner aussi sur ce qu'il peut proposer aux belligérants. Et comme je l'ai dit, ça dépend. Ça dépend de la volonté de tout un chacun.
Mais quand on va dans la facilitation, avec le rôle, avec l'idée de favoriser les uns au détriment des autres, je pense que là, nous allons encore attendre longtemps pour que cette paix revienne sur la partie est de notre pays. Professeur, nous sommes arrivés complètement à la fin de ce magazine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous qui avez regardé Arc-en-Ciel Télévision. Restez avec